Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être invité à Station F par Séverine Loureiro, conférencière, autrice et puis depuis peu directrice générale du Lab RH. Donc toutes mes félicitations Séverine. Merci. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Comment tu vas ? Ça va super. Ça va ? Ouais. De nouveaux projets ? Plein de nouveaux challenges. Je veux bien croire que les journées vont être chargées. C'est ça, comme on aime. Ok. Alors en fait, si je t'ai proposé de t'interviewer aujourd'hui, c'est pas tant en tant que directrice générale du Lab RH, mais c'est plutôt en tant qu'autrice. Effectivement, tu as écrit en tout cas 3 excellents livres qui sont dans ma bibliothèque RH. Le premier livre, je crois, c'était Booster l'expérience collaborateur. Tout à fait. Un grand livre, un peu format italien, tout à fait. bleu. Très beau livre, 2018, chez Erol. Voilà, et avec énormément de contenu sur l'expérience collaborateur, ça c'est clair. Ensuite, il y a eu le livre Le droit à l'erreur. Oui. Et puis le petit dernier, en tout cas, le petit dernier de ta part qui est dans ma bibliothèque, qui s'appelle La petite boîte à outils de l'onboarding. Un livre très pratico-pratique sur l'onboarding. Oui, Duno celui-là. Ok, t'as changé d'éditeur. Ouais, dès le droit à l'erreur. D'accord. Intéressant comme rapport. Ouais, intéressant. Ok. Alors, effectivement, pour cet épisode, j'ai choisi de parler plutôt effectivement d'expérience collaborateur et droit à l'erreur. On va pas trop s'attarder sur l'onboarding. J'ai d'autres excellents épisodes à ce sujet. Je vous encourage à écouter celui de Woobi avec Geoffrey, son fondateur. Qui est super. On a parlé effectivement beaucoup d'onboarding, mais pas que. On a parlé d'offboarding aussi, autre sujet. Avant toute chose, Séverine, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir jusqu'à aujourd'hui, maintenant, donc directrice générale du Lab RH ? Oui, alors c'est un parcours un peu pas forcément linéaire. Après, je suis pas une fan des choses linéaires, donc c'est un parcours qui me ressemble bien. Moi, je suis psychologue du travail à l'origine. Mon premier métier, ça a été le recrutement. J'ai adoré le recrutement. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Tu faisais ça en cabinet ? Tu faisais ça Non, en entreprise. En entreprise ? Ouais, IBM France, et puis ensuite une boîte qui s'appelait Logista et qui était une BU de Imperial Tobacco, donc dans le tabac. D'accord. Donc autant te dire que attirer des candidats quand je les avais en recrutement dans une boîte qui fait des produits pas forcément hyper sexy, à juste titre par ailleurs, c'était pas simple, mais c'est sans doute une composante qu'on va retrouver plus dans mon parcours. J'aime bien la complexité, moi. Voilà, donc mon premier métier, c'était le recrutement. J'adorais ça. Après, j'ai beaucoup évolué dans ce groupe où je suis restée 12 ans. Et puis, j'ai évolué jusqu'à un poste de responsable com interne. J'ai proposé qu'on crée la com interne et ça a été accepté. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu des trous dans la raquette dans ce que je savais faire, moi qui étais très RH, très recrutement, avec un angle personnalité, psy, tu vois, de qu'est-ce qui motive les gens, comment faire en sorte qu'il y ait un environnement dans lequel ils puissent s'épanouir. Voilà, moi, c'était ça mon angle, et ça l'est toujours. Mais pour faire de la com, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et en fait, si je fais une petite parenthèse, moi, j'ai toujours adoré le marketing.
Quand j'étais en psycho, j'avais failli me réorienter en market. Et donc, j'avais jamais lâché mes lectures marketing. Même encore aujourd'hui, je lis beaucoup et j'écoute beaucoup de choses sur le marketing. Et donc, il y avait un livre que je conseille à toute personne qui s'intéresse à l'expérience collaborateur, que j'ai lu, qui s'appelle L'expérience économie, qui parle pas du tout d'expérience collaborateur, mais qui parle d'expérience client, qui est le livre fondateur de l'expérience client, écrit en 1999 par Joe Pine, et que j'avais lu. Voilà. Et donc ça m'avait beaucoup intéressé et ça m'avait suscité beaucoup de questions. On est en 2014, 2015, autant te dire que personne ne parle d'expérience collaborateur. Et donc ça m'avait suscité beaucoup de questions de mais pourquoi ça on le fait pas, pourquoi on fait pas des choses similaires, tu vois, en RH. Comme je trouvais aucune formation à l'époque sur le market RH, il n'y en avait pas, il y a très peu de gens qui en parlaient, je me suis dit ok, je vais aller me former à la source et donc j'ai fait un MBA en marketing digital et innovation. Donc il y avait que des marketeurs autour de moi pendant 18 mois, c'était un part-time, tu sais, un exec. Donc il y avait que des marketeurs, donc moi j'ai eu des cours vraiment très très marketing, du SEO, vraiment d'expérience client, vraiment de la strat digitale, très très loin de la psycho, très très loin de la RH. Mais en fait tous mes cours, j'essayais de me dire ok, ça comment ça serait transposable en RH. D'ailleurs, ma thèse pro, je l'ai écrite sur comment faire de l'expérience client en interne. Tu vois, j'avais un peu nommé comme ça. Enfin, elle s'appelait Il faut sauver le soldat RH. C'était le titre de ma thèse parce que à ce moment-là, j'étais persuadée que l'expérience collaborateur sauverait le soldat RH. D'accord. Et que c'était l'enjeu numéro 1. Donc là, on est en 2015-2016. Revenu dans mon groupe, forte de tous ces chakras ouverts sur ces nouvelles questions, marque employeur, etc. Mais mon groupe n'était pas à ce moment-là décidé à partir sur. Mais comme beaucoup d'entreprises, c'était pas du tout non, à cette époque-là, c'était rare en tout cas. C'était très très rare. Il y avait Orange qui appelait ça l'expérience employée et qui était très très connoté comme. Mais sinon, Pernod Ricard un peu aussi pour les mais sinon très peu de boîtes. Mais je citais ceux quand même qui étaient hyper précurseurs. Donc je me suis dit ok, qu'à cela ne tienne, je vais créer mon propre poste. Donc c'est là que j'ai créé une boîte, une agence de conseil en expérience collaborateur qui s'appelait Point de Contact. Tous ceux qui s'intéressent un peu à l'expérience client et collaborateur comprendront pourquoi je l'ai appelé Point de Contact. Et donc, où je faisais du conseil. Sauf que à ce niveau-là, à ce moment-là, à nouveau, comme peu de monde parlait de ce sujet, j'avais du mal à vendre mes missions. Donc je me suis dit, vendre quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, c'est compliqué, donc je vais commencer par en parler. Il y a un travail d'évangélisation avant. Voilà. D'où l'écriture du livre, parce qu'il n'y avait pas de livre en France. C'est pour ça que tu as écrit ce premier livre, en fait. Qui était un peu dans la continuité de ma thèse et que j'ai proposé à donc ma co-autrice Myriam, qui était mon ancienne boss. Et j'adorais travailler avec elle, donc je lui avais proposé qu'on le fasse à deux parce que j'aimais beaucoup travailler avec elle et on n'avait plus l'occasion de le faire parce qu'elle avait quitté avant moi le groupe. Bon bref, et puis donc j'ai eu cette idée de livre pour ça. En me disant, il faut évangéliser le marché. Au même moment, il y a Corinne Sahama qui écrivait le sien, on l'écrivait en même temps, donc qui a aussi sorti à peu près au même moment, donc un bouquin aussi sur l'expérience collaborateur. Donc ça commençait un peu à popper. À peu près à cette période aussi, j'avais rencontré Thomas Chardin, qui lui aussi commençait un peu à réfléchir sur ces questions. Lui, il avait fait. Il n'a jamais écrit son livre. Il n'a pas écrit de livre, Thomas. Sur l'expérience collaborateur ? Si, il a écrit un livre, Thomas. Non, mais il parle d'expérience collaborateur. Oui, il en parle, mais à ce moment-là, il n'en avait pas écrit sur l'expérience collaborateur, du moins. Mais il réfléchissait déjà à ces questions, et donc je l'avais rencontré, c'est là que je l'ai rencontré. Mais pour te dire, c'était assez sporadique, en fait. Il y avait très peu de monde, ça popait un peu à droite à gauche, que certaines personnes commençaient un petit peu à s'intéresser au sujet, mais pas beaucoup les RH. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de conférences, à écrire beaucoup d'articles, à être très présente. C'est là où je t'ai découvert, honnêtement, moi. Voilà, sans doute. Mais c'était complètement une stratégie pour moi de plus il y a de monde qui comprend ce qu'est l'expérience collaborateur et qu'on arrive à évangéliser et à amener à cet enjeu qui pour moi était crucial, plus j'aurai de chance de vendre des missions. Enfin, si je suis très 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 terre à terre. Et dans la vraie vie, ça marche ? Et dans la vraie vie, ça marche. Ça a marché. J'ai vraiment bien bossé pendant 4 ans avec plaisir sur des missions super parce qu'en plus là comme on était au tout début, t'es sur des missions où tu mets en place, tu vois, tu réfléchis à une politique, tu réfléchis à de la stratégie. Je dis pas qu'aujourd'hui elles sont moins intéressantes les missions, elles le sont encore, mais là vraiment il y avait ce côté feuille blanche. On part de zéro que moi j'adore. À nouveau c'est cette petite composante de complexité. Donc oui, ça a fonctionné et puis surtout je me suis éclatée. Donc moi ça c'est complètement mon driver, c'est qu'il faut que je m'amuse dans ce que je fais et que ça me plaise. Donc c'était super. Après moi si tu veux, je dis toujours il y a des gens ils sont nés pour être entrepreneurs. Ils ont envie d'entreprendre, c'est vraiment pour le coup leur driver à eux.
Moi, je me suis jamais levée un matin en me disant je veux créer ma boîte. Ça a été vraiment une opportunité de ok, je peux pas faire d'expérience collaborateur dans une entreprise puisque personne ne recrutait sur ces postes-là, ça n'existait pas. Et ben je vais créer mon propre poste. Pour le créer, il faut que je crée ma structure. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'avais pas de velléité à être indépendante ou entrepreneur. Et donc rapidement, je me suis sentie seule. D'accord. On est seul quand on est indépendant et freelance. Alors j'aurais pu développer la boîte, mais encore une fois, j'avais pas forcément Pourtant, tu devais passer beaucoup de temps chez tes clients. Ah ouais, je passais beaucoup de temps chez mes clients. J'ai développé beaucoup de partenariats, tu vois, avec Parlons RH et avec d'autres cabinets et même des agences de com qui sur la partie marque employeur. Qui étaient très bons pour faire de la com sur la marque employeur, mais qui cherchaient des gens pour les strates, tu vois, voilà, et définir les projets. Donc j'avais beaucoup de partenaires, mais avoir des partenaires, c'est pas comme avoir des collègues. Tu vois, quand ta truc va pas, ou quand ta truc va bien, quand t'as envie de célébrer quelque chose que t'as bien réussi, t'es toute seule, quoi. Tu te tournes dans ton bureau à Vincennes avec ton chien à côté qui te regarde. Bon. Voilà, donc je me suis sentie seule rapidement. Donc je me suis dit, ok, ça a été très difficile à prendre comme décision parce que ça marchait, mon activité marchait. Je me suis dit, ok, il faut que je reparte en corp. Enfin, moi, j'ai failli être militaire, j'ai failli entrer à la DGA. Okay. Ouais, j'ai vraiment un côté comme ça. Tu vois, IBM, ça a été ma première boîte. Chez IBM, on disait, ils le disent sans doute encore, mais IBM un jour, IBMer toujours. Okay. Il y avait un petit côté comme ça. Donc moi, j'ai vraiment ce côté très corp, tu vois, très esprit de corps. Tu vois, appartenance à un collectif. Donc là, ça me manquait. Ça marcherait, toi, à ton avis, une marque employeur IBM un jour, IBMer un jour, IBMer toujours. Aujourd'hui, en 2024, ça passerait, tu penses ? Petite parenthèse, mais ouais, tu connais le monde de l'emploi aujourd'hui. Ouais, je sais pas si c'est pas un fantasme, ce truc de les jeunes. Alors peut-être on se projette moins dans le toujours, mais est-ce qu'on se projette moins dans l'esprit de corps ? Je sais pas, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas quand même un besoin, alors quand je dis on, c'est complètement rhétorique ce on, mais ça dépend encore une fois de beaucoup de choses, mais d'appartenir à quelque chose, tu vois, un collectif fort, avec des valeurs auxquelles on croit et auxquelles on adhère. Après, est-ce qu'on s'y inscrit toujours dans ce collectif ? Peut-être que c'est cela qu'on pourrait discuter. Mais tu vois, dans la philosophie du on appartient à quelque chose... Excuse-moi de t'avoir interrompu. Je t'en prie. C'était ça, moi, d'ailleurs, tu vois, c'était ce côté esprit de corps plus que le toujours. Et voilà, donc moi, j'ai ce truc-là, et bah, forcément, ça me manquait dans ma boîte. Donc, je me suis dit, OK, je vais attendre qu'il y ait un poste. Je voulais un poste en expérience collaborateur. Je voulais un poste en très grand groupe. Ça m'a toujours fasciné. Des très, très gros groupes. C'est pour ça, du coup, qu'ensuite, je suis entrée chez BPCE. Où au début, je disais toujours, ça faisait rigoler autour de moi, mais j'étais vraiment sincère, et je me sentais un peu comme une ethnologue dans ce groupe. Tu vois, c'est gigantesque, c'est complexe, c'est encore ça qui m'a... Oui, c'est multimarque. C'est multimarque, c'est multi-enjeux, c'est pas les mêmes enjeux dans toutes les marques, dans toutes les entreprises. Enfin, moi, j'étais à l'organe central, à la DRH Group, donc vraiment, on était comme ça en chapeau de tous ces enjeux différents. Oui. C'était fascinant, vraiment, et donc c'est ça que je voulais. Donc moi, dans mon critère, il y avait de l'expérience collaborateur et de la marque employeur, et un très 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 gros groupe, et il y avait aussi je ne lâcherai pas mon activité de conférencière et d'autrice. Autant, tu vas faire du conseil, évidemment tu peux pas faire du conseil en étant salarié d'une boîte par loyauté, ça j'avais aucun problème. Par contre, je voulais continuer d'écrire. Ça, BPCE te l'a permis ? Ouais, complètement. Okay, cool. BPCE, on s'est parlé, on s'est rencontrés sur ce terrain-là de nos envies réciproques. Ouais. Eux, mes compétences en marque employeur leur convenaient parce qu'ils lançaient la marque employeur groupe. Ouais, donc de toute façon, ils n'étaient pas perdants. Parce que toi, tu allais t'enrichir par tout ce que tu allais écrire et rencontrer. Oui. Et ça allait alimenter aussi tes réflexions pour BPCE, j'imagine. Oui. Sur la marque. Il faut quand même de l'ouverture d'esprit, parce que tous les employeurs ne sont pas prêts à ça quand même. Oui, c'est vrai. Après, je dis pas que je suis pas capable de dire si 100% des gens à la DRH Group étaient alignés avec ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, ça s'est bien passé, en intelligence des deux côtés. Tu vois, enfin, de façon très pragmatique, si j'étais appelé par une autre banque pour intervenir, je ne savais pas. Ouais, c'est très clair. Mais ma petite question, parce que j'avais la question, pourquoi avoir écrit 3 livres ? Donc, tu as mal répondu, pourquoi tu as écrit le premier ? Ouais. Et pourquoi tu as voulu en écrire 2 autres ? C'est du coup, tu aimes écrire ? C'est quelque chose qui est en toi, t'aimes transmettre, c'est quoi le moteur qu'il y a derrière en fait ? Alors, si tu veux, le petit secret de pourquoi j'écris, j'ai toujours voulu écrire de la fiction. Et je pensais que pour moi, écrire de la fiction, c'était quelque chose d'hyper inaccessible. Tu m'aurais dit, qu'est-ce qui est plus simple pour toi, à ton avis, d'aller sur la Lune ou d'écrire un bouquin ? Je t'aurais dit d'aller sur la Lune. Pour moi, ça me semblait absolument inaccessible d'écrire un bouquin. Et j'ai un très bon ami à moi qui en a écrit un.
Du coup, tu vois, je pouvais toucher quelqu'un qui l'avait fait, quoi. Tu vois, ça me semblait plus... Bon. Sauf que comme j'avais toujours un peu peur de me lancer sur le... Je me suis dit, ok, je vais écrire sur du pro. Et donc, l'expérience collaborateur, ça, c'est venu s'ajouter. Et donc, j'y ai pris goût. Mais à nouveau, tu vois, j'étais en co-auteur. Avec Myriam. Donc je me suis dit, ok, je voudrais en écrire un seul. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Après, le droit à l'erreur, enfin, j'ai pas écrit un deuxième livre juste pour me tester sur écrire un deuxième livre. Il y avait évidemment le sujet. Oui. Il se trouve que le droit à l'erreur, on l'évoque déjà dans le livre sur l'expérience collaborateur. À un moment donné, on en parle parce que droit à l'erreur, ça tire beaucoup de sujets autour de l'initiative, de la marge de manœuvre que tu permets à un collaborateur. Et moi, ce que je défends, c'est que cette marge de manœuvre-là, elle va venir alimenter son épanouissement, elle va lui permettre de se réaliser, et ça va venir donc positivement alimenter son expérience collaborateur. Ouais. Donc, moi, je fais un lien direct entre droit à l'erreur et expérience collaborateur. Donc, il y avait comme ça une continuité logique à écrire ce livre. Et par ailleurs, c'est un sujet que je trouve fascinant. Tu vois, le droit à l'erreur, donc je l'ai commencé par ça, mais donc comme je suis psy, le droit à l'erreur, c'est une brique essentielle de ce qu'on appelle la sécurité psychologique au travail. Il y a des très bons écrits de Emile Edmondson pour Google notamment, qui a fait toute une étude là-dessus, si ça intéresse les gens de creuser, les auditeurs. Mais c'est vraiment un sujet qui est très très lié à la façon dont, en tant que collaborateur, je me sens en sécurité, en confiance dans mon environnement de travail. Ça, on comprend que c'est très lié à l'expérience collaborateur. Et donc, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup et donc j'ai voulu écrire. Il se trouve qu'on se demandait tout à l'heure pourquoi est-ce que j'avais changé d'éditeur. Moi, ça se passait très bien avec Erol et j'ai toujours des très bons contacts avec eux. Mais ils n'ont pas pris le droit à l'erreur. Ah, ok. Voilà, ils ont été un peu frileux parce que quand j'écrivais le droit à l'erreur, on était en 2018-2019, donc c'est il y a un moment. Voilà, ils avaient un peu peur que, à raison par ailleurs, parce que quand je parlais de droit à l'erreur, c'est comme je parlais d'offboarding il y a longtemps, les DRH et même mes clients étaient un peu frileux sur le sujet. Waouh, droit à l'erreur. Tu vois, il y a un truc, si on donne le droit à l'erreur aux collaborateurs, ils vont faire plus d'erreurs. Il y a quand même un raccourci un peu étonnant et un peu bizarre, comme si on se retenait de faire des erreurs. Bon, si c'était possible de se retenir de faire des erreurs, on n'en ferait pas. Mais bon, voilà, donc il y avait un peu ça. Donc Duno, par contre, a pris le projet, et donc j'ai écrit ce deuxième livre pour cette raison, c'est-à-dire pour vraiment un intérêt pour le droit à l'erreur, et j'aimais écrire, je m'étais testée sur le premier. Et l'onboarding, c'est... j'ai tellement accumulé, j'ai fait beaucoup de formations moi sur l'onboarding, donc quand j'étais en conseil, j'ai fait beaucoup de missions de conseil sur l'onboarding, qui est vraiment un process très très lié à nouveau à l'expérience collaborateur. Pour moi, c'est tout le monde, enfin les gens le rattachent plutôt à l'expérience candidat. Moi, je dis c'est de la pré-expérience collaborateur. Ah, c'est un bon débat. Et moi, je le mets plutôt dans l'expérience collaborateur. Ouais, moi aussi. C'est un pont. Ouais. Il n'est pas encore collaborateur, mais il est plus tout à fait candidat. Oui, parce que l'onboarding, est-ce qu'il commence le premier jour ou est-ce qu'il commence quand la personne a signé ou accepté une proposition d'embauche? Il y a aussi plein de débats philosophiques sur le sujet. Mais effectivement, l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, à un certain moment, elle se chevauche avant de... Donc c'est un process pont, c'est ça qui en fait un process extrêmement complexe, par ailleurs, parce que tu peux pas le traiter comme un collaborateur, il n'est pas encore là, mais tu peux plus le traiter comme un candidat, tu l'as recruté, enfin, il va être recruté. Il va être chez toi bientôt. Donc voilà, j'avais tellement accumulé de matière, de réflexion, que je me suis dit c'est un peu dommage, que j'utilisais plus chez BPCE. J'ai eu une mission à un moment donné sur l'onboarding, mais c'était pas mon cœur de champ, où je me suis dit c'est un peu dommage de pas l'exploiter, et donc on s'est dit on va faire une petite boîte à outils avec mon autrice Marie-Cécile de Vienne chez Duno. On va faire une petite boîte à outils sur l'onboarding, et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dessus. Et question que j'aimerais te poser, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un, un RH par exemple, ou en exercice ou en mode prestataire, qui voudrait écrire son premier livre? Alors déjà... J'en ai pas écrit moi perso. T'en as pas écrit? Et j'ai jamais écrit de livre. Et je suis comme toi, je suis encore dans le sujet. Je pense que c'est plus facile d'aller sur la Lune que d'écrire un livre. Je suis encore bloqué là-dessus. Mais viens, touche-moi. Je t'ai dit qu'il faut toucher quelqu'un qui a écrit un livre, ça te Enfin, touche-moi, tout bien tout honneur, mesdames et messieurs. Non, mais je suis encore bloqué moi là-dessus. Ouais. Autant le podcast, je me dis c'est compliqué de faire des podcasts, de faire un podcast toutes les semaines. Non, c'est pas compliqué. Et c'est pour moi plus compliqué d'écrire un bouquin. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce sujet. Quel conseil tu me donnerais? Bah écoute, moi, je pense que c'est tellement... Par exemple, moi quand j'écris, c'est une activité. Donc je me lève à 9h, ou je me lève avant 9h plutôt, mais je me mets à mon bureau à 9h et j'écris. Tu vois, c'est un rituel. C'est un rituel. Je vais écrire de 9 à midi et ensuite je vais réécrire de 14 à 18h. Et vraiment, je peux te faire ça pendant 3 semaines. Ok. Bon, j'ai vu d'autres gens écrire pas du tout comme ça.
Je connais quelqu'un qui a écrit un bouquin aussi, elle peut écrire dans le train, dès qu'elle a 5 minutes, entre 2 rendez-vous, moi ça je peux pas. J'ai besoin d'être dans mon environnement, dans mon rituel, et d'y consacrer plusieurs heures. Tu vois, si j'ai pas à minima 2 ou 3 heures devant moi, je me mets pas devant mon truc. Donc il faut déjà que tu essaies d'identifier la façon dont toi tu fonctionnes, mais c'est un exemple que je te donne là pour te dire vraiment, je pense qu'il y a autant de manières d'aborder le truc qu'il y a d'auteurs. Mais le plan, tu le fais avant ou quelque part, honnêtement, le plan, tu as une idée dès le départ, mais ça bouge au fur et à mesure que tu avances dans ton écriture. Moi, je suis quelqu'un de très structuré, donc mon plan, je l'ai avant. Ok. Mais alors, quelque chose que je ne t'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, j'ai écrit 2 romans de la fiction. Ah, ok. Voilà, que je suis en train d'essayer de vendre à des éditeurs. Et là, c'est très différent. Là, j'ai pas de plan. Okay. D'ailleurs, c'est hyper... ça m'apprend beaucoup de choses sur moi. C'est-à-dire que je suis vraiment capable de partir sur une piste. Et, par exemple, les livres que j'écris, j'avais pas les fins. Ce qui me semblait inconcevable avant pour me connaissant. Et qui me connaît, je suis tellement structurée, etc. Ça paraissait... Et or, c'était possible. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que même... Tu peux même croire que tu as une façon de faire, et en fonction du sujet, elle va pouvoir être différente. Mais sur un premier, je pense que pour te sécuriser, fais-le comme tu le fais sur... Tu vois, si pour tes podcasts, tu as besoin de les préparer en amont, d'écrire tes questions, d'avoir ton plan, c'est sans doute que pour écrire un livre, calque un peu cette méthode qui paraît être naturelle pour toi. Tu fais ton plan, tu sais où tu vas, tu commences à écrire, et peut-être ça va évoluer en cours de route, mais pour te donner le déclic. Après, t'es pas obligé d'écrire en te mettant une pression du faut que je sois édité. Oui. Ça, c'est mon deuxième conseil. Oui, tu peux être auto-édité de toute façon. Tu peux être auto-édité, mais même, tu peux peut-être commencer à te tester sans te mettre cette exigence et cette pression-là et te dire, ok, je commence à écrire et je vois. Tu vois au bout de 20, 30 pages, tu vois ce que ça donne. Est-ce que t'es à l'aise avec l'exercice? Parce que c'est pareil, tout le monde veut écrire un livre aujourd'hui. Faut être à l'aise avec le truc, vraiment, c'est des heures et des heures. Une fois que t'as écrit, c'est pas fini. Une fois que t'as fini, c'est pas fini. Oui, parce que de toute façon, ton éditeur, il va mettre... T'as ta relecture, il va mettre X correctifs. J'avais interviewé Nicolas Galita sur son livre sur le recrutement, et quand il avait eu le retour de l'éditeur, je sais plus le nom de l'éditeur, honnêtement, il y avait plus de 6000 commentaires. Ça, c'est Nicolas Galita. Moi, j'avais pas 6000 commentaires, j'en avais 6 ou 7. 6000, et j'ai fait waouh, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est beaucoup. Moi, j'avais pas autant de... Alors après... Pareil, tu vois, par exemple, pour mon premier livre, je pense que ça les a fait marrer chez Erol, mais j'organisais tous les mois une réunion avec Erol pour checker ce que j'avais écrit. Mais c'est parce que c'était mon premier, je l'ai plus jamais fait, ça. Et donc, j'ai eu quasiment aucun commentaire, parce que je me disais, si on le fait au fur et à mesure, à la fin, ça sera plus smooth. Mais tu vois, tu peux aussi essayer d'adapter le truc à ton propre... Voilà. Après, je dirais, faut tenter. Faut se tester, tu vois, mais si tu as l'habitude d'écrire des articles, d'écrire des podcasts, il n'y a pas de raison qu'écrire un livre soit... Après, il faut tenir sur la durée, il faut te trouver ta rigueur et ta routine à toi. Ok, très clair. Merci pour tes tips. De rien. Top. Alors, on va revenir sur ton livre, effectivement, Le droit à l'erreur. On va juste reparler d'expérience collaborateur avant, parce que tu as fait le parallèle entre l'expérience collaborateur et le droit à l'erreur, et juste revenir sur... ta vision et ta définition de l'expérience collaborateur et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui pour une entreprise, pour une organisation. Alors moi, dans le premier livre, il y a une définition que j'avais même écrite au moment de la thèse pro et qui est reprise un peu partout, donc c'est celle que je vais te donner. Tout le monde va avoir l'impression de la connaître, mais l'expérience collaborateur, c'est la somme des perceptions et des émotions que vont ressentir les collaborateurs tout au long de leur parcours dans l'entreprise. Je la redis parce que, même si elle est beaucoup reprise, il y a des gens je trouve qu'elle commence un peu à dévier cette définition, c'est-à-dire que la notion d'émotion et de perception, elle est essentielle. Et moi, je lis de plus en plus l'expérience collaborateur, c'est les interactions avec l'entreprise. Non, c'est pas les interactions avec l'entreprise. C'est ce que perçoit et ce que pense le collaborateur de ses interactions avec l'entreprise. C'est fondamentalement différent. Moi, j'avais plein de clients, je vais pas les citer, mais même des très grosses boîtes qui avaient des dispositifs hyper avantageux pour leurs collaborateurs et qui étaient super frustrés, tu te rencontres peut-être aussi, en te disant mais quand même ils sont un peu ingrats, tout ce qu'on fait pour eux, on l'entend ça dans les grands groupes souvent, tout ce qu'on met en place pour eux, et ils sont pas contents dans les enquêtes, machin. Mais attends, tu mets en place plein de choses pour eux, mais t'es allé checker que ça répondait à un besoin, t'es allé voir comment ça répond à leur quotidien, t'as écouté tes collaborateurs, t'as écouté, voilà, est-ce que vraiment ça répond à leur point de friction, parce que t'es peut-être en train de leur mettre un super truc en place mais qui répond pas du tout au point de friction qu'ils ont tous les matins en arrivant au bureau. Enfin, tu vois, je prends un exemple caricatural volontairement. Donc en fait, c'est pas les interactions, l'expérience collaborateur, c'est ce qu'en pense. C'est ça que moi je dis tout le temps. Expérience collaborateur,
perçu. Oui, c'est intéressant parce que tu vois, je prends l'exemple d'un client que je ne citerai évidemment pas non plus, sur la mise en place d'une crèche d'entreprise. Ouais. Et le DRH était hyper fier, et c'est très bien d'avoir mis une crèche d'entreprise. Et là, il était dans le mode, mais je comprends pas, les gens râlent. Oui, parce qu'en fait, il n'avait pas du tout expliqué les critères d'attribution des places en crèche. Ouais. Et donc, en fait, dans la vraie vie, tu avais 95% des collaborateurs qui potentiellement pouvaient avoir accès à cette crèche parce qu'il y avait un jeune enfant qui n'y allait pas et qui râlait. Et donc, ça revenait sans arrêt au CSE, etc. Et là, le sujet, c'était pas l'interaction elle-même. Oui. C'était effectivement la perception qu'ont les collaborateurs de l'attribution des places dans la crèche. Qui n'était pas très claire, très transparente, très, mais et du coup mal vécue. Ouais, complètement. C'est essentiel cette notion émotion et perception, et c'est ce qui rend très difficile de travailler l'expérience collaborateur. Parce que tu es obligé, parce que l'émotion et de la perception, c'est pas factuel. Et c'est hyper subjectif. Oui, en plus d'une personne à l'autre, on a tous des ressentis très variables. C'est pour ça qu'il faut s'inspirer de l'expérience client. Moi, je suis venue à l'expérience collaborateur par l'expérience client. L'expérience client, c'est un dispositif marketing. Au marketing, c'est pour ça que moi, parce que souvent on me dit, t'as hésité à faire du marketing, t'as fait de la psycho, rien à voir. Mais tout à voir. Le marketing, c'est vraiment quand on s'y intéresse. Alors certes, c'est dans une finalité de vendre quelque chose. Mais dans le moyen, dans la façon dont ils abordent leur cible, à savoir leurs clients, c'est pour moi la discipline la plus humaine, en fait. Ils essayent vraiment de comprendre, tu vois, les personas, ça vient de là, de comprendre les besoins, les motivations. Nous, en RH, on connaît bien nos collaborateurs. Alors, c'est de plus en plus, les entreprises s'intéressent à leurs collaborateurs fondamentalement, mais sinon, quand même, de façon majoritaire, on connaît nos collaborateurs d'un point de vue, moi je dis, juridico-contractuelo, administrativo-juridique, enfin tu vois, c'est-à-dire tu sais les statuts, tu sais dire combien t'as de cadres, combien t'as d'agents de maîtrise, combien ils sont payés, les anciennetés à qui ils sont rattachés, etc. Mais est-ce que tu sais dire ce qui les motive le matin, ce qui met la boule au ventre à tes collaborateurs, peut-être, est-ce que tu sais dire tel projet que t'as lancé, t'as fait un roadshow, c'est super, est-ce que tu sais dire comment il est reçu concrètement, par le terrain, comment il est perçu, tu vois ça, on sait pas, et ça le marketing il sait aller chercher ça, et il faut vraiment que les RH en inspirent de plus en plus, et là on sera en train de travailler de l'expérience collaborateur, mettre en place des dispositifs même d'onboarding, super, d'offboarding, super, d'épanouissement, de formation, de j'en sais rien, des communautés, des managers, coachs, tout ça c'est super, mais si ça répond pas à des points de friction, des perceptions négatives en interne, ça ne va pas venir améliorer l'expérience que sont en train de vivre tes collaborateurs. Et c'était ma question suivante, et ce n'était pas préparé. Comment les entreprises peuvent-elles mesurer et améliorer justement continuellement l'expérience de leurs collaborateurs ? Quel conseil tu donnerais par rapport à ça ? Est-ce qu'on doit prendre le pouls avec une enquête tous les ans auprès de 100% des collabs ? Est-ce qu'on doit travailler sur un échantillon ? Est-ce qu'il faut le faire sur un rythme plus fort qu'une fois par an ? Comment tu vois les choses ? Alors, c'est pas à la mode. C'est le rôle de qui ? Est-ce que c'est le rôle du manager ? C'est le rôle de la RH ? Alors, c'est pas la mode de dire ça, mais moi j'aime bien les enquêtes 12 à 18 mois. Ouais, ok. Pourquoi je les aime bien ? Parce que c'est des baromètres. Long terme. On est dans une époque de l'instantanéité. On veut tout de suite savoir, tiens, je t'envoie une survey Pulse avec un petit smiley qui sourit, dis-moi si ça va. D'accord, ça t'apporte une info à un moment T. Mais moi, si tu m'interroges ce matin en tant que collaborateur, tu me demandes comment ça va, peut-être ça va pas. Mais peut-être ça va pas parce que je viens de passer 1 heure dans les embouteillages, j'ai renversé mon café avant de sortir, j'ai des cheveux n'importe comment aujourd'hui, bon voilà, donc ça n'ira pas. Mais donc tu vas me demander comment ça va, je vais te dire ça va pas, mais est-ce que dans la durée, peut-être que ma perception de mon expérience collaborateur sur la durée, elle est plutôt bonne. Encore une fois, c'est vraiment l'addition de toutes les perceptions lors de tes interactions avec l'entreprise. C'est vraiment une addition. Donc si tu viens que mesurer à des moments très précis et ponctuellement, tu n'auras pas cette perception globale qu'il faut aller chercher. Donc moi, j'aime bien ces enquêtes de fond qui reviennent tous les 12 ou 18 mois où tu viens chercher un peu du fond. À côté de ça, il y a le manager qui est, pour moi, un élément central dans l'expérience collaborateur, parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux les collaborateurs que leur manager direct. On peut dire ce qu'on veut, mais il est sur le terrain, il sait qui, justement, peut-être en ce moment ça va pas, il est en instance de divorce, j'en sais rien. En ce moment ça va pas, il est fatigué, il vient d'avoir son 6e gamin. En ce moment, enfin tu vois, il a déménagé, il a une demi-heure de route de plus. Tu vois. Il le sait, ça, le manager, et ça c'est des moments de vie, ce dont je parle, peuvent venir impactent de plus en plus les moments pro. Et donc ça c'est ton manager qui le sait, la RH. Après je prends des plus gros, dans les petites boîtes, les RH ils peuvent le savoir de façon plus directe, mais dès que t'es, je sais pas, 500, 1000, évidemment que le RH, il sait pas dans cette granularité aussi fine de l'individu ce qui se passe. Donc il faut vraiment
Et ça veut dire des choses. C'est-à-dire donner confiance, faire confiance au manager pour aller chercher cette info et surtout lui donner les moyens d'agir. C'est pareil, si le manager il constate qu'il y a quelque chose un peu comme ça qui vient dégrader l'expérience collaborateur de son équipe, il faut pas lui mettre un workflow de tu remontes à la RH qui va étudier le truc avec en people machin avec tous les RH de la région, qui va ensuite remonter au DRH qui prendra la décision, qui redescendra par la région. Non, donne-lui tout de suite les moyens à ton manager. Tu cadres le truc dans tel et tel et tel et tel cas, vous avez tel et tel et tel moyen pour agir directement sur l'expérience collaborateur. Donc le manager il est essentiel. À côté de ça, les pulse surveil sont aussi intéressantes. Alors, je te fais peut-être une réponse de Normand, je te dis tout est bien, mais bon, je te dis dans quel cas c'est bien. La pulse, tu vois, ça peut être intéressant d'aller chercher sur des événements, tu vois. Je sais pas, tu changes, telle équipe tu changes le CRM. Bon, bah, tu peux peut-être aller voir, les questionner précisément sur ce projet pour savoir quelle est leur perception de la façon dont ça se passe. Est-ce que ça vient leur ajouter des points de friction? Est-ce que ça vient au contraire leur enlever? Tu mets en place ta crèche. Interroge pas. Moi, si tu m'interroges, j'ai pas d'enfant en bas âge sur est-ce que c'est bien qu'il y ait une crèche, je m'en fous. D'accord. Donc tu vas aller interroger de façon ciblée les gens, les personas dont tu es en train de répondre à un besoin. Donc tu vois, ces enquêtes plus ciblées sur des personas ou sur des moments précis, des choses qui se passent. Tu vois, tu as une réorg dans un service, voilà. N'interroge pas toute la boîte, va interroger. Bon, ça paraît évident ce que je dis, mais si tu fais que ça et que t'as pas par contre ton petit baromètre de fond qui vient écouter tout le monde, je pense que c'est un peu dommage de s'en priver. Ok, extrêmement intéressant. T'as des exemples aujourd'hui d'entreprises que tu trouves aujourd'hui excellentes, en tout cas d'un bon niveau en expérience collaborateur, là t'as le droit de citer des noms, hein. C'est des noms positifs. Non, mais des structures que tu as rencontrées, tu dis voilà, là tout n'est peut-être pas parfait parce que c'est compliqué d'être dans la perfection sur ces sujets, mais en tout cas ils ont vraiment bien avancé et ils bossent bien, quoi. Alors je peux pas apporter tu vois, je peux pas dire leur expérience collaborateur elle est bonne, mais par contre je peux te donner je peux avoir un avis sur des dispositifs qui ont été mis en place qui selon moi, tu vois, par exemple la Maïf, qui a sorti il y a quelques semaines, il y a eu pas mal d'articles, moi-même j'ai diffusé ça sur LinkedIn, des congés spécifiques du style congé PMA, congé pour IVG, etc. J'ai trouvé que c'était très pertinent et surtout moi, et c'était ça le sens de mes relais sur LinkedIn, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a le journaliste qui interviewait le DRH qui a mis ça en place, lui demandait mais comment vous assurez qu'il n'y ait pas d'abus, tu vois, que quelqu'un va pas, comme si quelqu'un avait envie de dire j'ai dû subir une IVG, j'ai besoin de mon congé. Bon, franchement, mais bon, il lui pose la question, mettons qu'elle est pertinente, et il lui répondait, la Maïf répondait de façon très 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 intelligente, mais c'est pas grave, même si t'en as 2%, 5%, tu vois, qui en abusent, les 95 autres % qui en ont besoin et à qui ça apporte quelque chose, bah, tu vois, c'est ça pour moi l'essence de l'expérience collaborateur, c'est que vraiment on s'intéresse là à ce que vont ressentir et les perceptions des collaborateurs, plus que réfléchir le truc en process de ok, tu vois, quels critères je mets pour contrôler, pour vérifier, machin. Donc du coup, ça me fait dire de l'extérieur, mais tu vois, c'est là où souvent la marque employeur vient s'alimenter l'expérience collaborateur. Ça me fait dire que si la Maïf, peut-être pas, mais je pense que si la Maïf a ce genre de raisonnement, tu vois, sur ces cas-là, elle doit l'avoir plus global sur tout ce qu'elle met en place. Et donc, comme ça de l'extérieur, j'aurais tendance à me dire, tiens, la Maïf a l'air pas mal niveau expérience collaborateur. Tu vois, c'est bien joué. D'autant plus que c'est une entreprise qui a une bonne réputation d'expérience client. Ils sont très bons en expérience client, donc ils savent, et je sais moi qu'ils s'en inspirent. Une de mes toutes premières conférences, et je vais les remercier, mais c'est pas pour ça que je les cite, c'était la Maïf et pas du tout les RH. D'accord. Okay. C'était la partie client et manager de principe. C'était plutôt qui était très sensible au sujet. Symétrie des attentions, clairement. Okay. Donc, mais d'ailleurs, à peu près de façon égale, c'est pas que les RH qui me font intervenir sur ces sujets-là. Ok. Ouais. Même sur le droit à l'erreur. J'ai même moins de RH sur le droit à l'erreur que d'opérationnel. Alors, on va venir sur le droit à l'erreur, sur le temps tourne. Tu nous as expliqué effectivement ce qui t'a inspiré à écrire le droit à l'erreur, d'aller sur ce terrain de jeu pour ce deuxième livre. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'il soit crucial pour les entreprises de permettre à leurs collaborateurs de faire des erreurs, de ce droit à l'erreur? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est crucial aujourd'hui?
Alors, je vais te la faire court parce que le temps tourne. Non, mais tu peux, t'as quand même du temps. Hein, ouais, vas-y. Alors, t'as toute la partie que tout le monde connaît bien sur l'innovation, enfin, que connaît bien. Que intuitivement, tu comprends que le droit à l'erreur pour l'innovation, c'est important parce que l'innovation, c'est du test et du retest. Donc, il faut constater de l'erreur pour ensuite corriger, pour revenir, pour retester, etc. Donc, comme ça, de façon un peu intuitive, tout le monde voit bien les apports du droit à l'erreur à l'innovation. J'en parle quand même dans le livre. Sur la partie, effectivement, expérience collaborateur ou développement du collaborateur, t'as des métiers, parce que tu as des métiers où on ne te demande pas d'innover, quoi. Pour moi, selon moi, tous les métiers peuvent innover. Ouais. Je suis à peu près convaincue de ça. C'est-à-dire que, c'est un message que je porte, t'es pas obligé d'être Google ou travailler en R&D pour avoir un œil innovant sur ce que tu fais. Je pense vraiment que, je ne vais pas les dénigrer du tout, mais un cabinet d'experts comptables, chaque expert comptable dans ce cabinet peut avoir une marge d'innovation. Ouais. Mais même dans la façon dont il aborde les choses, tu vois, les clients, il y a des règles. Je prends exprès expert comptable parce que tu as des règles très, voilà. Puis ça m'arrange que tu les dénigres pas parce que j'ai des clients dans les experts comptables. Voilà. Et moi, je suis intervenue auprès d'eux. Mais je vois bien ce que tu veux dire en tout cas. Tu vois, mais même en RH, on a quand même, un droit du travail. Parfois, c'est assez strict. Innover en paye, il y a des choses que tu ne peux pas innover parce que la règle, c'est la règle. Et la mais tu peux innover en faisant un BSI, tu vois. Et là, tu viens apporter une vraie valeur ajoutée à ton collaborateur. Donc tu vois, pour moi il y a toujours des poches d'innovation sur tous les métiers. Et justement, si tu enfermes ton collaborateur dans un périmètre trop restreint et que tu lui permets pas ce droit à l'erreur, c'est-à-dire ce droit à tester, il va pas aller te les chercher, ces poches d'innovation. Même si lui, il aurait envie, même si lui, imaginons une boîte où dès que ta virgule elle est de travers, tu te fais taper sur les doigts, dès que tu fais une erreur, tu as un risque même potentiel de sanction, tu vas certainement pas proposer, tiens, si on changeait, parce qu'imagine que ta proposition ou ton idée, elle soit mauvaise, ou qu'elle aboutisse sur des résultats qui soient pas bons, tu vas craindre la sanction, ou tu vas craindre... Voilà. Donc selon moi, cette initiative que tu donnes aux collaborateurs, elle vient directement impacter, nourrir leur épanouissement et leur capacité du coup à être proactif, à proposer des choses, à être en confiance. Je parlais beaucoup de la confiance tout à l'heure avec le climat de sécurité psychologique. Et tu vois, pour moi, je vais assez loin. Je pense même que le droit à l'erreur, ça vient cultiver ce qu'on appelle la bienveillance ou l'entraide. Parce que si tu es dans une équipe où tout le monde, où tu vois, le droit à l'erreur, on est assez transparent sur le fait que tout le monde peut faire des erreurs. Ce qui est important, c'est ce que tu vas apprendre de ces erreurs. Moi, je dis toujours, le droit à l'erreur, c'est un devoir d'apprentissage. C'est pas juste, ok, les gars, vous avez le droit de vous tromper, salut. Non, c'est vous avez le droit de vous tromper. Quelle leçon on tire et quel apprentissage qui va servir au collectif, on va tirer de ces erreurs. C'est ça le plus important. Bon, donc une fois que tu as ça, si t'es dans une équipe où c'est communiqué de façon très transparente le fait que tout le monde peut faire une erreur, si j'assiste, si je suis témoin d'une erreur d'un collègue, tu vois, je vais avoir moins peut-être le réflexe de m'en écarter parce que si ça pète, faudrait pas que je sois éclabousé par les conséquences de son erreur. Au contraire, tu vois, je vais être peut-être plus dans l'entraide puisque il en a fait une, je sais que je suis susceptible d'en faire une, que notre boss est susceptible d'en faire une. Donc, tu vois, pour moi, ça permet de cultiver une certaine bienveillance et une certaine entraide entre les membres d'un collectif et d'une équipe. Donc, je vais même jusque-là. Et aussi, je le prends aussi, le droit à l'erreur, et ça, j'interviens beaucoup en entreprise là-dessus, sur le volet, comment ça fait évoluer la posture du manager. Voilà. Parce que, tu vois, le manager, on dit il faut être plutôt sur du manager coach, du manager leader que du superviseur. Si le manager il s'autorise pas le droit à l'erreur et qu'il se positionne comme ça en espèce d'expert sachant universel, il n'est pas en proximité de son équipe. On n'est pas dans cette relation de coach que les équipes attendent aujourd'hui avec des managers qui sont proches d'eux et qui les comprennent, puisqu'il s'est mis forcément plus en surplomb en décrétant que lui c'était un sachant universel qui n'avait pas le droit à l'erreur par rapport à ses équipes. Donc je pense que le droit à l'erreur il vient vraiment nourrir un certain nombre c'est vraiment un levier pour un certain nombre de domaines qui viennent actionner directement une expérience collaborateur plus positive. Ok, super intéressant. Et c'est quoi selon toi les principales barrières qui empêcheraient les entreprises d'adopter une culture tolérante à ce droit à l'erreur? Alors la première, selon moi, c'est la confusion. C'est pour ça que je commence toujours par ça dans mes interventions. La confusion entre erreur, faute et échec. Ok. Il y a comme ça une espèce de... Tu peux préciser toi, ta vision des trois, là ? Alors, ma vision des trois, elle est simple. L'erreur, c'est un écart involontaire par rapport à un cadre de référence. Ok. Voilà.
ça suppose qu'il y a eu un cadre de référence de défini. Hein, donc, suivez mon regard pour toutes les boîtes qui pourraient ne pas l'avoir. Il y en a beaucoup qui ne formalisent pas toujours les process. Mais c'est involontaire. C'est important que voilà. La faute, c'est une transgression volontaire par rapport à un cadre de référence aussi. Qui peut être. Je sais que j'ai pas le droit, mais je vais le faire. Quoi. Voilà. Mais parfois, tu peux le faire de toute bonne foi. Il y a un process. Les gars, le process, il nous fait perdre du temps. Ouais. Tu vois. Et on l'a tous fait. Hein. Voilà. Bah oui. On le bypass. Sauf que le jour où tu le bypasses et qu'il y a un, voilà, il y a un petit grain de sable et que ça, bah là, on pourrait dire, en fait, tu fais une faute quand tu bypasses un process que tu connais. Même si tu le fais dans les meilleures intentions du monde. Et là, t'as l'URSSAF qui débarque. Par exemple. Bonjour à nos amis l'URSSAF. Voilà. Moi, j'ai pas dit ça, l'URSSAF. Donc, voilà. Donc, la faute, c'est transgression volontaire. Et l'échec, c'est aussi involontaire, hein, personne ne fait exprès d'échouer. Mais là, c'est pas par rapport à un cadre des références, c'est par rapport à des objectifs. Donc, tu devais atteindre un objectif, tu t'en es écarté, tu l'as pas atteint, là, il y a échec. Mais pareil, l'objectif, il a peut-être été mal défini. Et toi, tu penses que sur ces 3 sujets, certaines entreprises font la confusion ? Ouais, bah, tous. Ah oui. Dès que tu lis un truc, un coup ça te parle d'échec, un coup ça te parle de faute, un coup ça parle d'erreur, ça mêle tout ça. Or, tu vois, faute, c'est sanctionnable. Donc, ça vient pas servir le droit à l'erreur, si t'es dans cette confusion. Échec, il y a un petit côté incompétence derrière, parce que par ailleurs, tes objectifs ont pu être bien fixés, mais il te manquait des connaissances ou il te manquait des compétences pour les atteindre. Donc, ça peut être lié à de l'incompétence. Je dis pas que ça l'est forcément, mais ça peut. Donc, c'est pareil, tu vois, ça vient ajouter un petit côté tabou et honte, tu vois, d'avouer que t'as fait une erreur, parce que on va penser que si j'ai fait une erreur, c'est parce que j'étais pas compétent. Alors, pas du tout. Une erreur, c'est involontaire par rapport à un cadre de référence. Donc, ouais, selon moi, et d'ailleurs, il y a des boîtes, tu vois, je peux les citer. Enedis, moi j'étais intervenue auprès d'eux il y a quelques années, et ils ont commencé par ça, et c'était super. Ils avaient fait toute une campagne de com pour justement libérer la parole sur le droit à l'erreur en expliquant que une erreur, c'est pas une faute, tu vas pas être sanctionné parce qu'on sait que tu l'as pas fait exprès, et c'est pas non plus un échec, on dira pas que c'est parce que t'es incompétent que t'as fait une erreur. Par contre, il faut qu'on comprenne d'où vient l'erreur pour pouvoir apprendre collectivement sur le truc. Donc, tu vois, quand tu communiques comme ça, et ça peut demander... Il y a des freins culturels. Hein. Donc, tu me demandais le principal frein, il y a les barrières, tout à fait. Mais voilà, mais il y a aussi les freins culturels. Depuis qu'on est gamin, tous, à l'école, quand tu fais une erreur, t'as une croix au stylo rouge et t'as des points en moins. Donc ça te fait pas grandir dans la perspective que l'erreur, ça peut être quelque chose de positif. Donc, il y a des choses à casser... C'est un bon sujet, ce que tu vois. Enfin, je le vois à la maison, mais c'est pas malheureusement l'éducation nationale, elle apprend pas le droit à l'erreur aux enfants. Non, tout à fait. Et donc très jeune, on est conditionné, en tout cas en France. Après, je connais pas ailleurs, mais par ce système qui a des atouts par l'autre côté éducatif, mais qui a aussi ses biais. Et qu'est-ce qu'on peut faire si, tu vois, moi je suis DRH, parce que c'est plutôt les gens qui nous écoutent, je suis DRH d'une boîte. Moi, j'ai envie d'avancer sur ce sujet, j'ai envie de vraiment de mettre en place une culture droit à l'erreur. Et puis j'ai mon boss, le fondateur, la fondatrice de la boîte, rien à secouer. Et si tu fais une erreur, tu te prends une calotte, quoi. Donc, faut partir. Faut manager le dirigeant. Si tu arrives à le manager et à le faire évoluer, oui, faut commencer par ça. Mais par contre, tant qu'il n'aura pas évolué... Tu penses que ce sera compliqué ? Je vais plus loin, je pense que ça ne fonctionnera pas. Ah oui, clairement. Ouais. D'ailleurs, j'interviewe quelqu'un dans le bouquin, alors là, c'est la seule interview anonyme, mais tout le monde comprendra pourquoi, parce que c'est sur le DG président d'une grosse boîte, c'est quelqu'un qui a travaillé à ses côtés, et qui justement témoigne du fait que, parce que cette personne ne s'attribuait déjà à elle pas le droit à l'erreur, et clairement, il était évident que personne n'avait le droit à l'erreur dans l'entreprise, du coup ça inhibait tout le monde, parce que personne ne prenait plus de décision, mais même dans son COMEX. Personne ne prenait plus de décision sans que lui n'ait pas validé, parce que tout le monde avait peur. Parce que lui-même, il s'interdisait le droit à l'erreur. Donc, de facto, tout le monde se l'interdisait. Quoi. Tout le monde se l'interdisait, mais même, il se l'interdisait et il disait ouvertement, il n'y a pas d'erreur, il ne faut pas faire d'erreur, enfin, voilà, attention à celui qui fera une erreur. Enfin, toujours la pression mentale. Voilà, je ne sais pas si je le disais exactement comme ça, mais voilà, tu vois. Et la pression mentale, là, on comprend bien cet aspect de sécurité psychologique dont je parlais tout à l'heure, qui serait un petit peu manquante dans ce cas-là. Et clairement, ça inhibait tout. Et la personne qui témoignait m'expliquait, qui quittait la boîte d'ailleurs, elle me disait mais en fait il n'y a plus de projets qui se lancent, les projets prennent du retard et tout parce qu'il n'y a pas une étape où on ne va pas lui faire valider parce qu'on a peur.
Ah, tu vois, donc ça, c'est complètement contre-productif. En revanche, le conseil que je donnerais, ouais, c'est de travailler au corps je sais pas, il y a il faut du coach, il faut le travailler, parce que tant qu'il n'a pas changé d'avis, il faut vraiment, là, pour le coup, tu vois, le ruissellement, on en pense qu'on veut, c'est à la mode ou pas, mais en tout cas, là, pour le coup, sur le droit à l'erreur, c'est essentiel. C'est-à-dire que si c'est pas exemplarisé, si je constate pas, tu vois, c'est pour ça que tu as des boîtes qui commencent, par exemple, par faire des montées sur des podiums en séminaire, des recteurs qui viennent expliquer qu'ils ont fait des erreurs et tout. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est de la com. Ouais, mais c'est de la com, mais qui va venir servir le sujet. Parce que quand le collaborateur, il voit son comex sur une estrade en train d'expliquer, on s'est planté, voilà pourquoi, et voilà ce qu'on en a tiré comme conclusion, et qu'il le fasse ouvertement comme ça, devant toute la boîte, moi, ça peut m'envoyer le message de, si le DAF le fait, ou si le DRH le fait, possiblement, je peux avoir le droit de le faire. Après, il va falloir le suivre d'autres actions en interne. Mais tu vois, il y a un côté hyper important d'éléments de preuve et d'exemplarité donné par le top. Donc, s'il est tout seul, ce DRH, à vouloir le faire, j'ai peur que ça marche pas. Ok. Et donc ça, c'était la version un peu négative sur ma question. J'ai une version plus positive, où mon dirigeant, mon dirigeante se dit, mais moi, je veux cette culture-là dans l'organisation. Et moi, j'arrive, je suis RH, je suis un jeune RH, j'arrive dans cette organisation, peut-être une jeune start-up, par exemple. La création de la fonction RH. Le dirigeant et la dirigeante sont plutôt ouverts et transparents sur ce droit à l'erreur. Par où faut que je commence en tant qu'RH? De la com. Ok. Vraiment pour exemplariser, à ce que je dis, mettre en avant des cas, montrer que c'est pas, montrer que c'est pas tabou, on en parle, tu vois, vraiment, c'est pas tabou, l'erreur, on en parle, etc. T'as des boîtes qui ont fait des chartes. Ok. C'est quoi, c'est une charte de droit à l'erreur? Ouais. Ok, ça existe. Mais ça ça existe. Okay. Alors les premiers à l'avoir fait, c'est l'armée de l'air, pour te dire, mais genre il y a 50 ans. Et en fait, ils ont une charte de dépénalisation de l'erreur, où en fait, ils garantissent à quelqu'un, un pilote qui aurait, ou pas forcément un pilote, un militaire qui aurait commis une erreur ou qui aurait été témoin d'une erreur, ils lui garantissent de la protection, pas de sanction, si tu en parles. Ok. Mais tu vois, ça, c'est parce qu'ils partent du principe que si tu n'en parles pas, c'est pire en fait. Oui, si tu mets ça sous le tapis. Voilà, mais a raison. Donc oui, dans la santé aussi, pour les infirmières, il y a des chartes ou des chartes en bloc, etc. Donc ça existe, tu peux écrire une charte, clairement. Mais ça, c'est beaucoup de com. Après, tu peux systématiser le feedback, c'est essentiel dans le droit à l'erreur. Donc, puisqu'encore une fois, il faut comprendre ce qui s'est passé pour ne pas répéter, et apprendre à en tirer quelque chose. Donc, il y a des feedbacks après, il y a des feedbacks amont, dans l'industrie aussi, dans l'industrie aéronautique notamment, ils font ce que moi j'ai appelé des pré-mortem. Et donc, avant un projet, ils se posent la question de qu'est-ce qui pourrait foirer, tu vois. Ok. Dans le process là, du projet qu'on s'apprête à lancer, potentiellement. Exactement. Okay. Il les liste, il voit où est-ce qu'il pourrait y avoir des gisements d'erreurs potentielles. Du coup, comme ils se posent la question, ils se demandent tiens, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fera que pourra-t-on faire pour le solutionner? Du coup, ça a deux avantages majeurs. C'est que si une fois qu'ils ont lancé le projet, l'erreur arrive, ils iront plus vite pour solutionner. Et en plus, souvent, elle n'arrive pas parce que comme ils l'ont anticipé, au moment où ils arrivent sur le moment risqué, tout le monde est un peu plus sur ses gardes. Parce qu'ils savent que, à ce moment-là du projet, ou à cette étape-là, on sait qu'il y a un risque. Donc ça, c'est des pré-mortem, il y a des post-mortem. Enfin, le feedback, il est essentiel. Donc voilà, jeune RH qui nous écoute, qui veut mettre ça en place et qui est soutenu par sa direction, beaucoup de com pour exemplariser et illustrer, et beaucoup de formalisation de feedback un peu à tous les étages. Ok. J'ai une question sur la méthodologie, parce que j'ai cru lire dans ta littérature que tu intégrais des principes comme le design thinking et la méthode MVP pour aider à gérer les erreurs et favoriser l'innovation. Tu peux en parler ? Alors, le MVP, c'est Minimum Viable Product. Ouais. Donc, c'est complètement un concept de design thinking et que les startups utilisent beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'avant de lancer ton projet au top avec toutes les fonctionnalités, tu commences plus petit. Et voilà. Mais si je ne suis pas une startup, je peux le faire ? Ah bah oui, tu peux lancer. Après, souvent dans les boîtes, surtout les grands groupes, quand on lance le truc, tu vois, la crèche, il aurait pu le faire par étapes. D'accord. Tu vois, il aurait pu, j'en sais rien, les critères qu'il a mis en place, il aurait pu mettre pas forcément 100% des critères tout de suite et voir en avançant, tu vois, ce qui fonctionnait, ce qui prenait, Donc tu peux complètement imaginer sur des lancements de projets, alors ça dépend lesquels, mais cette notion de MVP, c'est-à-dire de pas tout de suite viser
ton truc avec 100% de tes fonctionnalités et de viser des jalons intermédiaires pour justement tester et voir comment ça prend, quelle est la perception de tes collaborateurs. Là, tu peux imaginer sur chacun des jalons des pulse surveys où tu viens écouter comment c'est en train d'être perçu. Oui. Et voilà, et là tu vas réorienter possiblement la MVP 2, la MVP 3 en fonction des retours que tu as eus. Bon. Et ça, effectivement, c'est complètement lié au droit à l'erreur, puisque donc tu admets le fait que si tu vas réajuster, si tu vas écouter, c'est que tu admets le fait que dans ce que tu viens de lancer, c'est pas 100% abouti. C'est ça, en fait, le principe des MVP. Donc, mais tu vois, c'est du mindset, en fait. Okay. C'est accepter le fait que c'est pas 100% abouti. Allez, du coup, j'ai une question un peu plus perso. Ah. C'est quoi la plus grande erreur, toi, que tu as commise dans ta carrière, et qu'est-ce que tu en as appris? Est-ce que tu peux... Je n'avais pas envoyé les questions en avance. Non. Ça va s'entendre, là, il faudrait que tu coupes, parce que je vais réfléchir pendant mais non, près 18 on va pas minutes. Couper. Est-ce que tu as déjà fait, quand je dis une erreur, ou en tout cas quelque chose, où tu te dis, tiens, là-dessus, moi-même, j'ai appliqué mon droit à l'erreur, parce que j'ai... Alors, je veux pas que ça semble des magots, mais tous ceux qui me connaissent et qui vont écouter, ils savent que c'est pas des magots. J'ai un espèce une puissance de relativisation. Ok. Bon. Qui fait que, sans doute, j'ai fait... mais je les ai jamais vécues comme des erreurs. Oui, ok. Tu vois, donc mais vraiment, c'est pas des magots. Donc, c'est jamais grave pour moi, en fait. Ok. Je peux me pas dire, mais c'est... Je sais pas, dans l'écriture de tes livres, par exemple, tu dis, tiens, là-dessus, quand tu as écrit ton deuxième livre, par exemple, versus le premier, est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu as changées? Tu t'es dit, tiens, là-dessus, j'ai procédé comme ça pour l'écrire, ce premier livre. Et sur mon second, donc le droit à l'erreur d'ailleurs, j'ai changé, j'ai appliqué une autre méthodologie, ou pas du tout. Non, alors sans doute, parce qu'en plus dans le premier, on était deux à relire, à réfléchir sur pas mal de choses. Le deuxième, j'étais seule, donc forcément il y a des choses qui ont changé. Donc non, vraiment, je suis désolée Florent, tu vas pas être content. Non, mais ça va, non, mais que les auditeurs le sachent, que tu me regardes avec un regard normand. non, mais si plein, c'est sûr. Peut-être qu'à d'ici la fin, ça va me revenir. Mais en fait, je le vis pas. Oui, comme tel en tout cas. Comme tel, parce que pour moi, c'est pas grave. Je suis désolée. Non, mais y a pas de souci. Mais ça, je pense que... Mais parce que j'ai tellement intégré... Pourtant, moi aussi, j'avais pas... Pourtant, tu vois, j'ai pas forcément eu beaucoup de droit à l'erreur en famille, moi. Ok, d'accord. Voilà, tu vois, il fallait toujours que je sois la meilleure. Ok. Tu vois, exemple, j'étais très bonne en maths. Si j'arrivais et que j'avais eu 17, ma mère elle me disait qui a eu la meilleure note. Combien a eu le meilleur. Si je disais 18, elle me disait mais pourquoi c'est pas toi qui as eu 18. Vraiment. Okay. Et tu vois, quand je raconte ça, les gens me disent oh là là c'est dur. Et moi mais en fait je l'ai pas du tout vécu comme ça. Pour moi elle m'a tiré vers le haut. Et donc j'ai toujours cherché donc tu vois, ça on pourrait se dire waouh, alors elle dès qu'elle a 16 du coup c'est un drame, mais en fait pas du tout, parce que j'ai toujours ok c'est pas grave, pourquoi est-ce que j'ai eu que 17. Mais vraiment je l'ai pris comme ça, tu vois. Et comment je peux m'améliorer. D'ailleurs j'allais souvent voir celui qui avait eu une meilleure note que moi. Par exemple moi, tu vois, je suis passionnée par les gens meilleurs que moi. Vraiment, tu vois, j'ai pas de concept de jalousie, je connais pas, parce que je veux toujours être entourée de gens meilleurs que moi, parce que pour moi c'est des gens qui me tirent vers le haut. Donc tu vois, je vois pas ce que je fais de moins bien comme étant des erreurs ou des échecs. Je les vois vraiment, tu vois, comme des marges de progression, et je cherche toujours, ok, là-dessus Séverine, t'as pas été bonne. Autour de toi, qui est meilleur? Ok, tu vas aller discuter avec cette personne, tu vas prendre du temps et tu vas essayer d'être à son niveau, quoi. Donc j'ai un petit côté, donc voilà, je suis désolée, j'ai pas. Pourtant je suis. Mais non, ils sont pas désolés. Et est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose sur tes livres, par exemple, ou sur le droit à l'erreur? Non, écoute. Ou sur ton enfance? Non. On a fait le tour. Tu m'as pas demandé si j'avais des animaux de compagnie, ça m'emmerde parce que je parle toujours. Je crois que tu l'as dit, t'as un chien. Tu sais, je l'ai dit, d'accord, c'est tu sûr. L'as dit. Parce que toujours à un moment donné, je place que j'ai un chien. Voilà, chers mesdames et messieurs, j'ai un chien. La race du chien? Un border terrier qui s'appelle Gloria. Voilà, on saura tout. Glo pour les intimes, ou la boulette. Voilà. Ok, il n'est pas avec nous, en tout cas. Non, tu l'as pas emmené à la station F. Malheureusement. Ok. Allez. Mes petites questions finales traditionnelles. Je te propose de nous raconter une anecdote qui t'est arrivée dans ta vie pro, évidemment. Quelque chose que tu n'as jamais raconté aujourd'hui, un micro, dans tes livres, dans tes publications, parce que tu écris aussi beaucoup dans la presse. Quelque chose qui t'est arrivé de drôle, de fou dans ta vie pro.
Tu vois, j'ai une erreur qui sans doute que maintenant je fais gaffe. J'intervenais pour une conférence au pavillon d'Armenonville, tu vois, c'est un peu chicose dans le Haut-de-Boulogne pour ceux qui connaissent pas. Je sais plus qui me faisait intervenir, c'était il y a quelques années. Devant, il y avait, je crois, 120 DRH. Bon. Un peu de pression, quoi. Un peu de pression. J'arrive en plus, j'ai pas pu assister à la matinée, il y avait un cocktail, j'arrive un peu, j'arrive en RER, voilà, je suis un peu, j'ai speedé. Et on me dit, t'as 10 minutes avant de monter sur scène, prends-toi un verre, je vais prendre un verre d'eau. Et il y a une grande, pour ceux qui connaissent le pavillon d'Armenonville, il y a une grande baie vitrée énorme qui donne sur une terrasse. Et en fait, j'étais persuadée d'avoir vu quelqu'un passer. En fait, personne n'était passé parce que cette terrasse n'était pas ouverte. Et donc, je me suis explosée contre la vitre. Mais j'ai claqué le verre et tout qui m'a complètement... Ah oui, le verre a explosé. Non mais vraiment, parce que j'y suis allée d'un pas décidé, tu vois, j'allais dehors. D'accord. Et elle était fermée. Et donc, je me suis complètement explosée. Donc, je me retourne au ralenti. Tu vois, t'imagines la scène comme dans un film comme ça. Je me retourne avec mon verre à moitié cassé dans la main. Et là, j'ai 120 paires d'yeux qui sont les DRH qui sont mes futures personnes qui vont m'écouter sur scène dans quelques instants. Donc, paye ta légitimité. Bonne ambiance, ouais. Ouais, bonne ambiance. Bon, j'en ai fait une blague, en fait, quand je suis montée sur scène. Oui, il faut le relativiser, en fait. Ah bah, mais complètement. Déjà, voilà, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de choses graves. Non, j'étais pas blessée, j'étais rien. J'aurais pu me couper avec le verre pour le coup. Mais et voilà, et en montant sur scène, j'ai dit un truc du style, bon, bah, pour tous ceux qui m'ont pas vu m'exploser là il y a 2 minutes, je suis Séverine Loireau qui sait pas voir, qui a une baie vitrée fermée. Voilà, je tiens un truc comme ça. Mais voilà, donc tu vois là, écoute, j'avais envie de te trouver une erreur. Il y en a une là quand même. Maintenant, je fais super gaffe quand je vois une baie vitrée si elle est bien ouverte ou fermée. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast ? Alors oui, je sais pas si tu connais Jean-Baptiste Audrery. Oui. Voilà. Qui est canadien, je crois. Qui est français, mais qui vit au Canada. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Qui est une brute sur toutes les questions d'IA, mais depuis longtemps, lui. Pas depuis 2 mois, comme beaucoup. Et en fait, je le cite parce que quand je m'intéressais à l'expérience collaborateur, il a un blog qui s'appelle Futur Talent. Oui, exact. Où il écrit beaucoup. Oui, je mettrai le lien, il est top. Et c'était ma source. En fait, il y avait très peu de sources de réflexion sur ces sujets. Alors, et ça a été une source pour moi, donc à chaque fois il va me dire arrête de me citer parce qu'à chaque fois faut que je le contacte parce qu'il vient de temps en temps en France, donc j'arrive à le choper quand il vient en France. Il était là pour Vivatech, il était là pour la Chertech, moi je le vois toujours sur les salons comme ça. Mais Jean-Baptiste pour être Chertech fin janvier là 2025, c'est une bonne idée, ouais. Faut que j'arrive à l'avoir. Je vais le choper, c'est sûr qu'il sera là. Top. C'est notre petit rendez-vous annuel où on déjeune ensemble les deux, lui et moi. Jean-Baptiste, est-ce que tu connais Yves Grandmontagne ? Je le connais, oui. Voilà, qui est un ancien DRH de Microsoft, qui a été président du LabRH. Oui, tout à fait. Super intéressant, vraiment. Donc, si tu faisais un épisode avec. Exact, une bonne idée, ouais. Ah ouais, j'apprécierais en plus. Écoute, tant que je suis dans les présidents du LabRH, évidemment Mathilde. Ouais, Mathilde Lecause. Mathilde Lecause, que je cite pas parce que c'est ma présidente. Maintenant, je suis désolée. Tu faillotes, quoi. Un petit peu. Voilà, je sais que tu as interviewé. Tu as déjà eu Mathieu Penet ? Oui, mais de Yago, je sais plus quel numéro de l'épisode, mais je vous remettrai le lien. Qui est hyper intéressant. Super épisode. Et puis, qui cartonne sur l'expérience candidat. Il a tout compris avant tout. Comment répondre à véritablement à tous les candidats de manière personnalisée. C'est fondamental. Un épisode que je peux que recommander, sûr. Ouais. Et Lobna aussi, tu connais Lobna? Oui, je la connais, mais je l'ai pas interviewé à l'heure où on se parle, mais c'est en projet. D'accord. Effectivement, qui est DRH de... Ogilvy. Ouais, c'est ça. Je note tout ça. Ouais. Et je sais pas combien je t'en ai cité, mais ça me paraît bien. Bon, un déjà, mais 4 à interviewer, donc j'ai un peu d'occupation, ça va m'occuper. Voilà. T'écoutes des podcasts ? Alors j'écoute des podcasts, pas beaucoup RH à part le tien, bien évidemment. Tu faillotes vraiment beaucoup en fait. C'est ça, je découvre. C'est ma deuxième nature. Séverine Faillotage, Loureiro. Non, c'est vrai parce que j'aime bien les podcasts un peu longs sur les interviews où on rentre un peu. C'est d'ailleurs pour ça que j'écoute beaucoup moi Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Alors qui est pas du tout RH, qui est plus entrepreneur. Qui est plus entrepreneur. Ou inspirationnel avec des invités. Qui est devenu inspirationnel, qui était très entrepreneur, mais il a un peu évolué, mais il reste aussi. C'est des épisodes longs, c'est entre 1h30 et 3h, Et tu vois, c'est ça que j'aime bien moi. Un peu, on rentre dedans, vraiment, on apprend à connaître les gens. Sous-entendu, mon podcast est trop court ? Non, pas du tout, c'est pour ça que sous-entendu, c'est pour ça que j'écoute ton podcast. Le mec il se vexe. C'est ça. On arrête, je suis vexé. Je viens de me lancer un stylo.
Voilà. Après, moi, j'ai une passion pour l'actu et la politique notamment. Ouais. Voilà, donc j'écoute. Par exemple, j'ai pas le temps de le voir à la télé, donc j'écoute C'est dans l'air depuis toujours. Ouais, en replay, ouais, en podcast, ouais, Voilà, en podcast. Bon, c'est souvent intéressant, hein. Ouais. Souvent les invités, mais c'est souvent intéressant. Voilà, donc tous les podcasts France Culture sur la politique et tout, c'est un peu ce qui me botte. Très large. Très large et complètement rien à voir, mais les faits divers, c'est-à-dire il n'y a pas une histoire de tueur en série qui m'a échappé t'aimes bien ces les 30 trucs dernières des années. morts et tout ça. Parce que tu vois, il y a un côté très psy, de comprendre un peu la psychologie du truc. Et voilà. Ok, très large. Et tiens, une dernière question, j'avais pas prévu celle-là. Vas-y, on n'avait prévu aucune. Non, il y aurait un livre RH que tu nous recommanderais de lire, mais qui n'est pas un de tes 3 livres. Ah non, alors du coup. Non, non, aucun livre. Michel Barabel et Pierre Monclos. Oui, oui. Et donc j'ai fait aussi l'interview effectivement de Pierre sur la sortie de leur livre. Qui était vraiment formidable. Je trouve très bien là dans les dernières sorties. Sinon, dans plus ancien, en anglais, moi quand on écrivait le premier là en France, mais il y en avait un qui venait de sortir aux États-Unis. Donc, je crois qu'il a dû sortir en 2017, qui est de Jacob Morgan. Jacob Morgan, qui est un ponte aussi d'expérience collaborateur de cette période-là, et qui s'appelait The Advantage Economy. Ok. Et que j'avais trouvé intéressant à l'époque. Peut-être qu'il en a écrit d'autres depuis que j'ai pas forcément lu, mais. Ok, bon écoute, tout ça c'est... il est en anglais par contre. C'est super riche. Si besoin, si on veut te contacter, on fait comment ? LinkedIn. Hein. Ouais, tu réponds ? Oui, je réponds. Oui, ça peut me prendre pas semaines, quelques jours, mais quelques jours, t'es comme moi. Quand je peux le faire en direct, c'est direct, mais sinon c'est quelques jours. Mais ok, LinkedIn, ça fonctionne. Ouais. Écoute, un grand merci Séverine pour ton temps, pour ta dispo. Je te souhaite une nouvelle fois de chouettes aventures avec le Lab RH. Merci. On va suivre ça de près. Je suis plutôt fan du Lab, donc on va suivre ça effectivement de près. On se recroisera, c'est certain. Mais qui n'est pas fan du Lab ? Voilà. Et si vous connaissez pas le Lab, je mettrai un lien vers le Lab RH, comme ça vous découvrirez. Et si vous connaissez pas, vraiment pas, vous êtes RH, vous connaissez pas le Lab RH, soit vous allez voir le site web du Lab RH, soit vous contactez Séverine. Tout à fait, avec plaisir. Tout simplement. Merci Séverine, merci à tout le monde, et à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!